Comment ça va, frérot? Ça va et toi? La forme. 2021 commence. 2021. Bonne année, en fait, bonne année. Bonne année, Moral. la santé mon frérot. La santé, frère, surtout. la santé, elle suivra par la grâce de Dieu. Exactement. Ça suivra. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette nouvelle année 2021? La santé, La santé. Ouais. continuer à garder le cap et pousser, pousser, pas faire Fort. d'excuses quoi qu'il arrive, Fort. quelle que soit la situation. Fort. Donc, Comment ça s'est passé, toi, ton premier confinement, en mars? j'étais en Grèce et Ok. je suis revenu, fin de saison, je suis revenu à la maison à Argenteuil. Mhm. J'ai Ils ont passé du coupé- temps avec la famille, Ils ont toi. coupé directement. Coupé directement. Shit. Et voilà, je suis rentré à la maison, j'ai pu passer du temps avec ma famille. Ça faisait très longtemps, parce que d'habitude les étés, je suis toujours en train de bouger aux États-Unis Mhm. ou faire des camps d'entraînement. Donc là, j'ai bien pu profiter de ma famille, donc c'était du positif. Lourd. Lourd. Et du coup, tu t'es occupé un peu comment pendant ce confinement? Parce que je sais que ce confinement, ça a été un peu différent pour tout le monde. Il y en a qui sont un peu plus ennuyés, il y en a qui ont réussi à Ouais. s'occuper, il y en a qui se trouvaient des activités. Enfin, t'as pu garder un peu un rythme, genre, je sais pas, t'entraîner, aller à la... Enfin, non, les salles étaient fermées, mais je sais pas, aller dehors, courir, histoire de... Ouais, les salles étaient fermées, mais oui, j'étais dehors. Et c'était basket et famille en vrai, hein. Lourd. C'était ça le menu, donc Lourd, tous le les jours. principal. Le principal. Exactement, exactement. Bon, je sais que t'es un petit cuistot, hein, des petites... t'as Ouais, pu- on a appris à cuisiner aussi. Ok, On a appris à cuisiner, ok. ouais. C'est quoi ta petite spécialité? Ma petite spécialité, Allez, dis-nous tout. saumon curry. Ok, Saumon saumon, curry. Ouais, je suis saumon, très saumon. Je mange Mhm. pas beaucoup de viande, donc. Fais attention, c'est important. Ouais. T'es vegan? Non, pas vegan, mais plutôt végétarien. Et je rajoute un peu de poisson par-ci par-là. Ok. Cool. Et je sais que tu confectionnes un peu de pain, de ce que j'ai vu récemment. Tu Pain, confectionnes un peu de pizza, pain. attention, le sang italien. Le sang italien. On va y revenir sur les petites racines italiennes. On va y revenir. Kevin Franceschi, joueur du Paris Basketball. Non, ça me fait plaisir de te recevoir, surtout pour ce premier épisode. Je tenais à marquer le coup. Et en fait, le fait que tu aies accepté, franchement, déjà, je te remercie. Franchement, ça me va droit au cœur, ça me touche vraiment, frérot. Du coup, dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on parle, tu vois, de ton parcours. Parce que tu as vraiment un parcours assez... que moi, personnellement, je te le dis, je trouve admirable et respectable, de fou malade. Non, je te le dis vraiment parce que je le pense du fond du cœur, frérot. T'es vraiment une des personnes qui m'inspire depuis quelques années. Depuis que je te côtoie, franchement, tu m'inspires de ouf, frère. Je te le dis. Et j'aimerais qu'on parle de ton parcours parce que c'est vraiment un parcours, je dirais pas hors du commun, mais il y a eu beaucoup d'épreuves, il y a eu un parcours sinueux, tu vois, ça n'a pas toujours été droit, ça n'a pas toujours été... Mais t'as jamais lâché en fait. T'as ce truc où t'as jamais lâché. Et d'abord, je voulais te poser la question, pourquoi le basketball en fait? Comment t'as commencé le basket? T'as commencé quand? Comment j'ai commencé le basket? Déjà, je faisais du foot au début. Ok, quand j'étais bah, petit. je pense que tout le monde Je pense que tout le monde tout le en monde est passé France, par là. c'était Tout le monde est foot. passé par là. Et donc, mon grand frère faisait du basket. Ok. Et donc, je le suivais sur les playgrounds. Et j'essayais de rentrer sur le terrain. Les grands me viraient. Ah, t'es trop petit. On était sur le côté. Mais voilà, j'ai toujours aimé le basket quand Ok. j'étais tout petit. Mais j'étais pas vraiment passionné. Et juste, je suivais un peu. Je regardais Iverson, Jordan, Kobe. L'inspiration. Mais voilà, j'avais pas une éthique de travail. J'étais jeune. Je comprenais pas encore. T'as commencé, je crois que t'as commencé à Argenteuil, c'est ça? J'ai commencé à Argenteuil. Ok. Club d'Argenteuil. Ok. Petit club d'Argenteuil. Donc, Ok. localement à côté de la maison. Mhm, mhm. Et dans le championnat départemental, Mhm, petit mhm. championnat, et Mhm. petit à petit, voilà, monter. T'es resté, je crois que t'es resté un peu dans le secteur. T'as fait quoi? T'as fait Argenteuil, après t'es allé en minime À à Sanois. Sannois. Ouais, À Sannois, en équipe 2. En ouais, équipe 2, c'est ça? c'est ça. Et ce qui est fou en fait, c'est que t'as arrêté le basket pendant un an. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça. incroyable. Raconte un peu C'est cette, ça. cette, Bah. cette story incroyable parce que t'as arrêté pendant un an. Et en fait, t'as arrêté, en fait, aujourd'hui, t'es basketteur professionnel, en fait, tu vois. Comment ça s'est passé cet arrêt d'un an? Déjà, je vais t'expliquer un peu pourquoi j'ai arrêté. Vas-y. J'étais déjà en Benjamin à Sanois, mais je jouais pas du tout. Ok. Bon, j'étais tout petit, j'avais pas un bon niveau. Mhm. Et en minime, je retourne à Sanois et c'est l'équipe 2 et j'avais pas de plaisir en fait. Je prenais pas de plaisir, je voyais des jeunes de mon âge qui évoluaient, qui faisaient les camps de centre de formation. Ouais.
des pôles et tout ça. Et moi, j'arrivais pas à... Tu sentais que tu stagnais un peu. Ouais, c'est ça, c'est Ok. ça. Et j'ai pas eu non plus un coach qui m'a poussé, qui m'a dit, ouais, Mhm, qui m'a donné les clés pour un peu me donner en confiance. mhm. Et donc voilà, j'ai arrêté et j'étais un peu dégoûté du basket. Shit, J'étais un peu dégoûté du basket. normal. Normal. Mm. Et du coup, comment t'as trouvé la force ou comment tu t'es dit, vas-y, je vais reprendre, je vais me remettre dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a poussé? Comment ça t'est venu en fait, le fait de vouloir reprendre? Honnêtement, c'est les potes, hein. C'est les potes, Important. tu dois connaître Harold, Smaïn, qui faisait du basket et Mhm. je les ai suivis. Ils m'ont dit, ouais, viens, on joue, tu vois. On joue. C'est fou. Donc ça, j'ai repris comme ça sur les playgrounds et j'ai repris aussi à Argenteuil. Et voilà, petit à petit, et là, je me suis vraiment mis une éthique de travail aux alentours de 15 ans. Ok. Et ouais, 6 heures du matin dans le parking à Leader Price, c'était des folies, des folies. Incroyable. Donc c'est à partir Des de ce folies. moment-là où ton éthique de travail, que moi je trouve personnellement incroyable, je te le dis, que c'est à partir de ce moment-là à peu près que ton éthique de travail a commencé à se mettre en marche en fait. Exactement, exactement. Là, je voyais plus les heures, je voyais plus. C'était le basket. Ok. Quelle que soit l'heure, j'étais dehors avec mon ballon, je faisais des tours du quartier en dribblant, j'essayais plein de trucs en fait. Incroyable. Et à force d'avoir la balle dans les mains, mon basket il a commencé à vraiment évoluer et les choses ont avancé quoi. C'est ça, tu mangeais, tu dormais, tu rêvais basketball. Ouais, c'est Du coup, exactement ça, en fait. exactement ça. C'est ça. Je voyais que ça, je voyais que Tu ça. avais cette vision et tu t'es dit, vas-y, je vais aller à fond. Ça dès le plus jeune âge. Mm. Et c'est fort. Et ça t'est venu, en fait, cette motivation était venue grâce à tes potes qui t'ont donné de la force. Mm. Et c'est aussi venu de toi, intérieurement, en fait, ou c'est... Comment ça t'est venu, en fait, de vouloir mettre en place cette éthique de travail? Comment, dans ton esprit, en fait, t'as intégré ce truc de te dire, ok, moi, je dois faire ci, je dois bosser de cette manière-là pour atteindre cet objectif-là. Mm. Comment ça t'est venu? Bah, en fait, mes parents déjà ils bossaient énormément. Ok. Et quand t'es petit, tu le vois pas trop parce que tu manges, tout ça, mais tes parents ils vont au travail, toi tu vas à l'école et tu vois vraiment pas ce qui se passe dans leur tête, dans leur vie, qui bossent toute la journée pour qu'on soit bien, tu vois. Mhm, Et je m'en rappelle un jour, je me suis levé un peu plus tôt pour aller aux toilettes et ma mère, elle faisait sa routine pour aller au travail. Il était 4 heures du matin. Donc tu vois, quand ta mère, tous les jours, elle se lève à 4 heures pour remplir le frigo avec ton père et tout ça, ça commence à changer mhm. les mentalités. Donc naturellement, en fait, en voyant ça, je me suis dit, c'est pas possible. Et là, j'étais assez mature un peu pour savoir que là, fallait bosser Mhm. et fallait que je fasse quelque chose, que ce soit à l'école ou au basket. Je me suis mis, j'étais à fond dans les deux, j'avais des bonnes notes et tout ça. Et voilà, c'était le déclic un peu, voir ma mère C'est bosser ouf. comme ça, mon père bosser comme ça. C'est ouf. Et je pense que c'est à partir peut-être de ce moment-là où tu t'es dit peut-être que le basket, je vais en faire mon métier ou un truc comme ça, non? Oui, oui, oui. C'est à partir de ce Enfin, à moment-là, ce non? moment-là, tu commences à voyager un peu plus avec le basket. Et voilà, j'étais pas en pôle espoir dans ces choses-là, mais T'as pas fait un cursus classique de de basketteur en gros. exactement, Ok. exactement. Ok. La plupart des basketteurs en pro, en France, ils ont joué en espoir, ils ont fait Ouais, ouais. l'INSEP, ils ont fait. Moi, j'ai pas fait tout ça, mais voilà, j'ai eu quand même des bonnes opportunités et j'ai su les saisir et voilà. Incroyable. Après ta deuxième année cadet à Sannois, tu fais une détection, il me semble, à Pau. Je fais plein de détections, Tu fais plein plein de de détections. détections. Ouais, Parle-moi un peu de ça. Parle-moi un peu de ça. Ouh là Et là, comment donc- comment t'atterris à Pau en fait? C'est ça que je veux Comment savoir. bon, après ma saison à Sannois, j'avais fait une bonne saison, donc Ouais. j'avais des vidéos, tout ça, pour envoyer à quelques clubs. Et je pars à Nancy, Ok. je pars à Nanterre, je pars à Levallois, je pars au Havre. Wow. Ah ouais, recalé partout, Partout. partout, partout. Et donc voilà un peu les coachs qui me disent voilà, C'est quoi le discours que les coachs te sortaient pour pas te prendre ou pour pas te. trop mince, pas, j'ai pas joué dans un grand club avant ça, tu vois. Hmm. Donc bon, j'ai pris ça sur moi et la dernière détection, j'ai demandé à ma mère de payer le dernier billet de train pour Pau. Mhm. Et j'arrive à Pau, on fait la détection, tout ça, et je suis pas pris encore. Mais maintenant, ce qui est incroyable, c'est que je suis en train de sortir du Palais des Sports et il y a un coach qui s'appelle Alexandre Casimiri Ok. qui coachait à Tarbes à l'époque. Ok. Et il m'appelle par
J'entends mon nom par derrière, il me dit Kevin, Kevin. Je me retourne et il me dit ouais, je t'ai vu à l'intérieur et tout ça. Moi, je coach à Tarbes et on joue dans le même championnat que Pau. Et si tu veux, moi, je te donne ta chance et tout ça, Nani. Incroyable. Et là, ouais, c'était incroyable. Et comme par hasard, il était là. S'il était pas là, moi, ça se trouve, c'était fini. Je serais pas ici, tu vois, je serais pas. C'est fou. Donc C'est en fait, incroyable. ouais, et ce coach-là, je suis vraiment reconnaissant envers lui. Et voilà, après, il m'a laissé jouer à Tarbes. Et on a joué les Cholet, on a joué Pau, et c'était. C'est là que tu commences vraiment à imposer ton jeu, à prendre vraiment ton rythme, à poser tes bases vraiment de vrai basketteur dans ce Exactement. championnat. Là, j'ai vraiment pris du plaisir cette année, et ce coach-là, il m'a vraiment énormément aidé dans ma confiance, dans ma. C'était un coach américain en plus. C'était un américain qui était français, qui était venu en France pour coacher tout ça. Et non, il était incroyable. Incroyable. C'est fou. Là, déjà, on est à deux grosses, trois même. Trois grosses étapes qui auraient pu te stopper net. dans ton Exactement. élan. Et c'est pas fini. C'est fou, et c'est pas Ouais. fini. Je sais que c'est pas fini, Ouais, on c'est va, pas on va y venir, on va y venir, frérot. Ah ouais, c'est pas fini. Du coup, après Tarbes, tu pars c'est à partir de ce moment-là où tu pars aux États-Unis, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu pars aux États-Unis pour faire une sorte de camp, une camp là-bas. Mm. C'est à Las Vegas, je crois, il me semble. Ouais. Ok. Et tu t'entraînes avant Las Vegas, tu t'entraînes à San Francisco, c'est ça? Exactement. Ok. Exactement. Ok, comment t'as eu ce plug en fait pour aller là-bas? Après mon année à Tarbes, je suis passé sur un magazine qui s'appelle Rivers. Ok. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'appelle Amami Souma, Ouais. qui est un Grand monsieur du basket grand français. monsieur, oui. Qu'on salue. Et qui m'a aidé en fait à trouver ce plan là-bas avec un grand coach qui s'appelle Jérémy Russotti. C'était un coach personnel là-bas qui entraînait des joueurs NBA et tout ça. Ok. Donc moi j'ai foncé là-bas, j'ai juste payé mon billet d'avion, il y avait une famille d'accueil, tout ça. Et en plus de ça, j'étais avec une équipe pour faire le tournoi à Las Vegas, un tournoi Adidas. C'était le plus gros tournoi pendant l'été, donc il y avait toutes les grosses têtes du lycée qui allaient aller en grosse fac ou en NBA, etc. Mhm. Et donc voilà, c'était. Et comment ça s'est passé en gros ce tournoi? Comment toi tu l'as ressenti? Je pense que c'est à partir de ce moment-là où tu as commencé à voir qu'il y avait une différence au niveau physique, la différence entre le championnat de France et le championnat des États-Unis, Ouais. qui est beaucoup plus athlétique, qui est Ouais. beaucoup plus poussé, les entraînements, etc. Et il y a encore une autre éthique de travail que tu rencontres. Comment tu as ressenti le truc? Comment tu as ressenti le truc concrètement? Bah c'était là-bas, c'était un réveil un peu parce que bon, en France, tu peux jouer sur tes qualités techniques beaucoup plus qu'aux États-Unis. Ouais. Et aux États-Unis, il y a des joueurs très techniques aussi, mais c'est surtout très très physique. Ouais. Très très physique. Tu prends un Marcus Smart contre qui j'ai joué là-bas, à 17 ans, il était formé comme un tonton de 30 ans, tu vois. Et Il donc était voilà, déjà ouais, prêt, non, en fait. c'est la plupart des joueurs, ils sont comme ça là-bas. Mhm. En fait, ils passent un cap physique très jeune et moi, j'étais perdu, physiquement, j'étais perdu. Ouais. Donc j'arrivais à faire quelque chose et me faufiler techniquement de temps en temps, mais sur la longueur, j'étais pas stable. Ok. Du coup, tu vois que c'est un autre monde. Du coup, Mm. il faut que tu travailles encore plus. Et c'est là où tu te donnes encore plus les moyens Mm. après ce tournoi. Et après ce tournoi, je crois que tu t'essayes de rentrer dans une junior college, c'est ça? Dans un lycée. Dans un Dans un lycée lycée. d'abord. Dans un Ouais. lycée. Et comment ça se passe ça aussi? En fait, il y comment ça s'est avait passé un lycée à côté du. L'entraîneur qui m'entraînait, il avait des contacts avec ce lycée, donc il parle au coach, il dit voilà, faut prendre ce jeune et tout ça, c'est un Français, il est bon, il veut progresser, il veut rester aux États-Unis peut-être pour faire un cursus ici. Mhm. Et donc le coach il me voit, on faisait des pick-up games et il a dit moi je prends Kevin, on fait les démarches et tout ça. Let's go. Donc je retourne en France et j'attends l'appel du coach ou de mon coach là-bas qui était Jérémy. Et il m'appelle 2 jours après et il me dit bon Kevin, j'ai une mauvaise nouvelle, tu peux pas intégrer le lycée parce que tu as eu ton bac en France. Donc quand tu graduates en France, t'es C'est plus pas valide- éligible c'est pas au valide, lycée, c'est non. valide. Et voilà, donc ça s'est fini comme ça. Et j'arrive en France, c'est fin août. Mhm. Il n'y a plus de détection, plus rien pour les camps espoirs et tout ça. Donc je fais une année à Sannois en région avec un monsieur qui s'appelle Steven. Écoute, rien n'arrive au hasard, tu vois, j'ai l'impression, en t'écoutant depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de stops, beaucoup d'échecs, Mm. beaucoup de portes qui se ferment. Mais
tu retombes toujours sur tes pattes. C'est ça. Et tu gardes toujours cette mentale qui te guide au jour le jour. Et, je trouve ça fou. Et juste après cet échec, du coup, c'est là où où tu signes à Sanois. Et que la même année, je signe aussi à Sanois et qu'on fait cette année incroyable en région, qui s'est malheureusement pas bien terminée parce qu'on n'a pas gagné le championnat, mais cette année a été incroyable. Cette année, elle était complètement incroyable. Complètement incroyable. Les déplacements, les matchs et tout. Non, c'était complètement fou. Et moi, ce qui m'a frappé directement en arrivant à Sanois, c'est l'intensité des entraînements, tu vois. Ce qui fait qu'en fait, j'arrivais aux entraînements, on commençait à s'entraîner, et t'imposais, toi, un rythme avec Smaïn, Smaïn qui est l'un de tes meilleurs potes, l'un de tes frères. Vous imposiez un rythme tellement haut, en fait, que vous ameniez l'équipe à un level incroyable. Ce qui fait que nous, on voulait suivre, tu vois, on était obligé de suivre, parce que si tu suis pas, mon frère, tu joues pas, tu vois. Et c'est ça, en fait, je trouve qui est ta force, c'est que tu arrives à ramener un groupe avec toi, avec cette mentalité-là. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça juste incroyable. Je sais que je me répète beaucoup. Je sais que je dis beaucoup. Mais je le pense vraiment, frérot. Tu vois, je le pense vraiment. Et ça me fait plaisir, Et c'est fou. Donc après, tu fais ce retour en France. Et après ce retour en France, qu'est-ce qui se passe concrètement après cette année? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas après cette année? Après l'année à Sanois, donc dans ma tête déjà j'étais un peu décidé à revenir directement aux États-Unis et je savais un peu le chemin que je devais prendre. Et donc voilà, j'ai bossé mon anglais parce que mon anglais était nul. Là-bas j'avais galéré, donc je bosse mon anglais, je passe une année superbe avec vous. Et on fait une bonne année, vraiment une bonne ambiance, heureusement, parce que c'était important pour moi avec la déception de ne pas être resté. Et j'ai pas pu intégrer un centre de formation en France. Et donc voilà, là je savais que je voulais repartir, j'ai fait les démarches, j'ai passé mon examen pour pouvoir rentrer en fac directement. Et voilà, ça s'est bien passé comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là où tu passes pas mal d'années aux États-Unis. À voyager de plusieurs écoles. T'as commencé, il me semble, à Weatherford. À Weatherford, ouais. C'est ça. Et comment ça s'est passé cette année aussi aux États-Unis? C'était compliqué aux États-Unis la première année parce que j'arrive dans une équipe où je suis seul étranger et junior collège, c'est un peu la jungle. Ouais. C'est chacun, en fait, tout le monde veut trouver une bourse pour aller en NCAA 1 et voilà, c'est ton coéquipier, mais en vrai, le gars il te prend pas comme coéquipier, tu vois. C'est ça. Donc c'était compliqué, c'était rude, hein, c'était à la limite de la bagarre presque tous les entraînements, tu vois, faut. Mais dans un sens, je pense que ça aussi, ça t'a servi pour ton bagage, tu vois. Ah oui, c'est sûr, mentalement surtout, cette année-là, elle était importante. Mentalement, elle était très importante. Ça t'a apporté, de toute façon, tout t'a apporté. Hein. Tout ce dont on vient de parler, franchement, je trouve que ça t'a apporté de ouf, tu vois. Et je crois qu'au total, tu passes, 4-5 ans aux États-Unis? 5 ans. 5 ans exactement 5 ans. aux États-Unis? Oui. 5 ans aux États-Unis. Et après ta dernière. Comment s'est passée ta dernière expérience aux États-Unis? Ça s'est passé comment? Super bien. J'avais un très bon rôle dans l'équipe, donc ça s'est super bien passé. Je m'étais blessé l'année d'avant. Donc j'avais passé une année sur le côté et avec le même coach. Ok. Donc non, c'était super bien. C'est vrai que tu avais passé quand même 1 an sur le côté avec cette blessure. Rappelle-moi, c'était quoi comme blessure? Je me suis cassé le poignet. Cassé le poignet, c'est ça. Cassé le poignet. Raconte un peu cette histoire de comment tu te casses ce poignet là, parce que c'est vrai que on peut pas passer sur ça quand même, parce que c'est vraiment une étape importante. Ouais, très importante, très c'est vraiment une étape très importante. Du coup, raconte un peu comment ça s'est passé ce coup d'arrêt. Donc c'était en pré-saison, c'était je crois 2 semaines avant le début de la saison officielle et on a l'entraînement, tout se passe bien avec tous les matchs amicaux qu'on avait fait, je me sens super bien, on a vraiment une bonne équipe pour être contender pour le titre, tu vois. Et on commence l'entraînement et on fait des 2 contre 1 en vague. Et à un moment, on fait un 2 contre 1 et je pousse la balle. Et il y a celui qui défend, il est derrière moi et je le sens un peu dans mon dos. Je monte au dunk et j'accroche mal le panier et je fais un salto, je
Je tombe sur mon visage Chica. et sur mon poignet. Au début, je me préoccupe que de mon visage. Mhm. Je sens pas mon visage. J'ai l'impression que j'avais perdu toutes mes dents. Mhm. Et voilà, il y a le coach. Au moment où je tombe, il se retourne pour limite vomir, tu vois. Donc je comprenais pas ce qui se passait. Et j'étais sonné, j'essaie de me relever, et je retombe direct. Lui, il avait un truc que toi encore, t'as pas pris conscience, je Ouais, pense. ouais, ouais. En fait, quand je suis tombé, il y a une. Enfin là, j'ai été. J'ai la cicatrice, elle est Ouais, pour on le voit, futur. on voit la cicatrice, ouais. Mais quand je suis tombé, il y a eu une boule de sang qui est sortie de mon arcane, tu vois. Et ouais, c'est gore, c'est gore.